Bienvenue sur Videta, la chaîne des données du code. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur les statistiques dans R. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'analyse exploratoire avec R. On se retrouve tout de suite. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Maintenant, on va aussi avoir d'autres packages qui vont aussi faire de la visualisation des données manquantes. Maintenant, j'aimerais aussi modifier quelques données dans Scooby-Doo. Ce sont les variables saison, IMBD et engagement en fait qui étaient des caractères de base. Et on va les transformer en numérique, donc en numéros, pour rendre cette exploration de données plus intéressante, histoire que vous voyez d'autres choses. Donc maintenant on va passer à Data Explorer, vrai premier package d'analyse exploratoire, et on va commencer avec la fonction plotMissing, qui va nous permettre de voir la proportion des valeurs manquantes et avoir des recommandations. Donc je vais lancer les deux. Donc là maintenant on a le graphique pour nos deux données, donc on va commencer avec le données de propre, et ici en fait on a les informations sur la proportion de valeurs manquantes, donc plus c'est haut, moins c'est bien. Donc ici on a pour chacun la proportion qui est indiquée, ici on a des très basses proportions, et ici on a des très grandes proportions. Et ce que j'aime bien avec ça en fait, c'est que déjà ça nous permet de comparer visuellement, et de deux ça nous permet de savoir ce qu'il faudrait faire avec ces variables. On a des recommandations, donc ici on a en rouge bad, donc ceux-ci sont mauvais, ici en vert, ceux-là sont bien. En bleu, ceux-là sont acceptables, ok. Et en violet, il nous recommande de les retirer. La plupart des packages vont recommander de les retirer, mais nous, vu que ce sont des données d'enquête ici, c'est toujours bien de regarder pourquoi ces valeurs manquantes sont là, parce que des fois, c'est dû à la manière dont les questions ont été posées. Et ensuite, on a exactement la même chose pour nos données sauvages. Sauf que ici, ça commence à ok. Ensuite, on peut faire un profile des missing, donc ça va vous rappeler un peu le tableau de skimmer. Ici, on a le nombre de valeurs manquantes, je l'ai fait seulement sur propre 2. Et ici, on a la proportion des valeurs manquantes, comme sur le graphique. Donc rien de nouveau ici. Et ensuite, on a quelque chose de super pratique, c'est la création de rapports, parce qu'il nous permet de pouvoir créer un rapport. Et donc, vous allez voir que il est assez pratique. Donc, je vais le lancer seulement sur Sauvage 2. Et là, nous voyons que une page web s'est ouverte avec une table des matières de ce qu'on peut voir. Donc on va zoomer un peu. Ici on a les statistiques basiques, donc le nombre de lignes, le nombre de colonnes avec des variables catégorielles, le nombre de colonnes avec des valeurs continues, le nombre de colonnes avec des valeurs manquantes, donc ici comprenez, il n'y a que des valeurs manquantes dans la colonne, le nombre d'observations manquant. Alors attention ici, Data Explorer est assez perturbant dans la manière dont il fait les choses. Quand on parle d'observation ici, ce ne sont pas le nombre de lignes, mais ce sont le nombre de lignes fois le nombre de colonnes, donc ce sont les cases. Ici c'est le nombre d'observations manquantes, ici c'est le nombre de lignes avec aucune valeur manquante, ici c'est le nombre total d'observations, donc ligne fois colonne, et ici c'est la place que ça prend dans la mémoire. Donc ici on retrouve les mêmes informations mais sous forme de graphique, je vous laisserai l'explorer vous-même, parce qu'en plus il n'est pas très lisible là maintenant. Ici c'est la structure des données mais ça nous intéresse pas. Ici c'est le graphique des données manquantes qu'on a déjà vu avant. Et là maintenant on a les distributions univariées. Donc il va commencer avec les données continues, donc ici il va simplement faire des histogrammes de toutes les données. Vous voyez pas très bien les titres, il faudra zoomer en fait si vous voulez voir. Mais ici vous avez les distributions, donc ce qui est pas mal. Ici nous avons les graphiques en barre pour les données catégorielles, et ça nous permet de voir la manière dont les choses sont distribuées. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est fait en sorte à ce que ce soit dans l'ordre du plus grand au plus petit. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un QQ-plot, donc qui nous permet de voir à quel point notre distribution suit une distribution normale. Donc c'est pour les valeurs continues. Donc si les points suivent la ligne, les lignes qui sont là, donc on peut dire qu'elles sont normalement distribuées. Donc c'est pratiquement le cas d'aucune d'entre elles. Ensuite ici on a une matrice de corrélation. Donc ici attention, elle porte à confusion parce qu'en rouge c'est les corrélations positives et en bleu c'est les corrélations négatives. Et en fait ici on n'a pas que des variables continues, on a aussi des variables catégorielles, donc on n'arrive pas à voir plus parce que je n'arrive pas à zoomer davantage. Mais simplement comment ils ont fait pour transformer une variable catégorielle en une variable continue. Ils l'ont simplement dichotomisé. Il faut imaginer par exemple si je reprends la question, est-ce que vous êtes content? Oui, non. Ce qu'on fait, c'est que si une personne répond oui, ce qu'on fait, c'est qu'on divise la question, donc la variable, en deux. Donc au lieu de dire une colonne avec soit oui, soit non, on prend deux colonnes, une colonne avec oui, une colonne avec non. Et lorsque la personne répond oui, on va mettre un 1 dans la colonne du oui et un 0 dans la colonne du non. Et si la personne répond non, on va mettre un 1 dans la colonne du non et un 0 dans la colonne du oui.
Comme ça, on transforme ça en des valeurs numériques et on peut voir la corrélation vu que ce sont des chiffres. C'est très pratique parce que ça peut nous permettre de voir des liens entre différentes variables. Mais encore une fois ici, évitez d'avoir trop de variables ou trop de modalités dans les variables catégorielles. Ensuite ici on a les analyses en composantes principales. Je ne vais pas en parler. Si vous savez ce que c'est une très bonne chose. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas du tout grave. Ça ne va pas forcément vous servir, mais on fera probablement une vidéo dessus si vous le demandez. De retour dans RStudio maintenant. Maintenant on va parler du package Debugger, qui est vraiment le package d'exploration de données que je trouve le plus puissant. Mais bien sûr, chacun a le droit d'avoir son avis. Donc ici on va commencer avec une première fonction. Si jamais je ne présente que quelques fonctions, mais il y en a bien plus dedans, mais celles-ci sont mes fonctions préférées. D'abord il y a la fonction de diagnostic, qui permet d'avoir à peu près la même chose que ce qu'on avait avec Skimmer. Donc nom des variables, les types, le nombre de valeurs manquantes, la proportion des valeurs manquantes, le nombre de valeurs uniques et la proportion de valeurs uniques. Ne me demandez pas comment il calcule ça. Ensuite, on a le diagnostic, mais en rapport. Donc ici, on peut aussi générer un rapport, donc je vais le lancer. Donc nous voyons que maintenant, il y a une page qui s'est ouverte. Très jolie page. Ici, on a plein de petites informations. Donc déjà, on a une première partie qui est la structure des données. Donc on retrouve des choses habituelles. Ici, on reprend observation comme le nombre de lignes. Mais cette fois-ci, l'ancienne observation, ce sont les valeurs. Donc ce sont lignes fois colonnes. Variables, ce sont les colonnes. Donc on a 10 colonnes. Ensuite, la mémoire que ça prend. Le nombre d'observations qui se répètent. Et ici, c'est sur toute une ligne. C'est-à-dire que deux lignes ont exactement les mêmes réponses. Imaginons qu'on a deux individus qui ont répondu exactement la même chose à toutes les questions. On a le nombre d'observations complètes, donc c'est-à-dire de lignes sans une seule valeur manquante. On a le nombre de personnes avec au moins une valeur manquante. On a le nombre de variables avec au moins une valeur manquante. Et le nombre de valeurs manquantes au total. Donc dans les cases. Ensuite ici on a les types. Donc on a 5 numériques ici. On a 4 caractères. On a une date. Et après POSIX, je ne connaissais pas ce type avant et je ne l'ai encore jamais vu. Et après ça, ce sont des informations sur le travail. Donc les données, le type, est-ce que c'est un sous-échantillon ici dans notre canon, quand est-ce que ça a été créé et par qui ça a été créé. Ensuite ici ce sont des warnings, donc des attentions qu'il nous donne, et il va en avoir 3. Donc ici check, c'est pour nous dire que ça va. Judgment, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se penche dessus pour voir ce qui se passe. Remove, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut absolument le retirer ou vraiment regarder ce qui ne va pas. Donc ici, les warnings, on les a ici, il peut y en avoir plusieurs par variable. Donc moi je vous recommande plutôt que de les trier par type, de les trier par variable en cliquant dessus. Et ici vous pouvez voir pour les engagements quel est le problème. Donc engagement c'est pour voir combien s'il y a de personnes qui sont allées voir l'épisode. Ici il va nous dire qu'il y a 2,5% de valeurs manquantes, donc 15 valeurs manquantes. Il va nous dire aussi qu'on a des valeurs aberrantes. Valeurs aberrantes, ce sont des valeurs qui s'éloignent vraiment de la plupart des autres valeurs. Ça peut soit être dû à des erreurs d'enregistrement des données, soit ça peut simplement être dû à des valeurs qui sont juste extrêmement grandes. Et généralement, on essaie de décider si on les garde ou pas. Un autre type intéressant à voir, c'est la cardinality. Cardinality, c'est à quel point les valeurs sont uniques entre elles. S'il y a trop de valeurs uniques ou pas assez de valeurs uniques, là il pourrait y avoir un problème. Et typiquement ici, il a compté, et à 1, c'est-à-dire que toutes les valeurs sont différentes. Donc toutes les valeurs sont uniques. Et donc il a dit, c'est peut-être un identifiant. Donc il a dit, ok, je vais garder ça. Et effectivement, index, un identifiant, c'est pour dire que chacun a son propre nom. Et c'est à peu près tout, vous pouvez regarder le reste si ça vous intéresse. Ensuite ici, on a un diagnostic de toutes les variables. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment interactif, en plus du fait que ce soit très visuel, pour voir, ok, comment est la cardinalité, comment sont les valeurs manquantes, y a-t-il beaucoup de zéros, est-ce qu'il y a des valeurs négatives? Est-ce qu'il y a des données aberrantes? Et ici, avec une petite attention pour nous dire ce qu'il faut faire. Et ici, je peux cliquer et voir ce qu'il me dit sur quelque chose. Typiquement, sur cette variable, il va me donner la distribution. Il va me donner aussi les informations sur la cardinalité et les valeurs manquantes, sans que je sache pourquoi il me l'a mis juste en bas. Donc ici, on a la cardinalité et les valeurs manquantes. Et ensuite, les statistiques classiques qu'on a vues jusqu'à maintenant. Premier et troisième quartile, si jamais, pour cela. Pour regarder ce qu'il fait avec les chaînes de caractères. Ici, vous voyez qu'il les classe en fonction des catégories et de manière très jolie visuellement. En bas, on a les caractères, donc les comptes, comme on fait d'habitude. Mais cette fois, c'est le nombre de mots et le nombre de caractères. Et de nouveau, la cardinalité et les données manquantes. Et pour les dates, on a à peu près la même chose. Donc ici, c'est la fréquence. Et là, il a regroupé tout le reste en un groupe
autre, et on a la cardinality. Bref, super bien fait. Ensuite ici, il nous dit que faire avec les valeurs manquantes. Donc c'est ça que j'aime bien là-dedans, c'est qu'il nous dit le nombre, la proportion, le statut, et ce qu'il nous recommande de faire. Ici, la plupart du temps, il va nous recommander des imputations. Imputation, c'est-à-dire qu'il va remplacer les valeurs manquantes par des valeurs probables en se basant sur les données qu'il a à disposition. Et ce sera pas fait dans cette vidéo, mais si vous voulez, peut-être qu'on fera dans une autre vidéo. Ensuite, on a cette visualisation qui est super importante, mais je la referai plus tard, parce que quand c'est en rapport, c'est pas super lisible, mais c'est pour les données manquantes. Là, il traite toutes les valeurs uniques qui ont une haute cardinalité. Il va nous dire que là, il y en a beaucoup, donc ici, c'est normal, ce sont des titres. Et les dates aussi, il y a rarement des épisodes qui sortent le même jour. Et il le fait pour les valeurs catégorielles et les valeurs numériques. Ici on a les saisons, donc c'est normal qu'on ait une si faible cardinalité. La plupart des épisodes sont groupés en grosses saisons. Ensuite ici, on a les valeurs aberrantes. Donc ici, il va nous donner la distribution classique, il va nous dire combien on a de données aberrantes et quelle proportion ça représente. Il va nous dire où ça se trouve. Est-ce que c'est plutôt dans les données élevées ou dans les données basses ou dans les deux. Par exemple, on va regarder ici, il va nous montrer la distribution avec les valeurs aberrantes et sans les valeurs aberrantes pour voir s'il y a une différence et si ça vaudrait la peine de retirer les valeurs aberrantes. Même chose ici, on ajoute les statistiques, c'est pour dire combien il y a de valeurs aberrantes, la proportion, leur moyenne, la moyenne avec les valeurs aberrantes et la moyenne sans valeurs aberrantes. Donc très pratique aussi. Donc ici c'est pour les lignes qui sont exactement pareilles, donc on n'a pas ce problème. Et après ici on nous présente les 10 premières lignes des données et les 10 dernières. Et naturellement vous pouvez naviguer entre les parties avec ce bouton, donc vraiment super bien fait ces rapports. On va faire la même chose maintenant avec les données propres parce qu'il y a beaucoup plus de valeurs manquantes. Je voulais vous montrer un truc avec. Donc voilà pour les données propres numéro 2, donc là on a plus de warning parce qu'on a plus de valeurs manquantes. Et ici maintenant c'est la liste des valeurs manquantes et regardez ce qu'il nous propose ensuite comme autre option. Là il peut nous dire que c'est mauvais et qu'il faut faire des imputations, et ici il va nous dire retirez-les simplement. Maintenant on passe à un autre type de rapport qui va nous permettre de pouvoir voir des analyses multivariées et des comparaisons. Alors voilà, maintenant nouveau type de rapport, on a à peu près les mêmes types de résultats au départ. Maintenant on a les analyses descriptives, typiquement sur les nombres. Donc on retrouve ce qu'on avait ici, la cardinalité, les statistiques, les valeurs aberrantes et les statistiques sur les valeurs aberrantes. Pour les chaînes de caractères, même chose qu'avant, stats sur les caractères, cardinalité. Même chose pour les dates, cardinalité, valeurs manquantes. Maintenant, ce qui est de nouveau ici, c'est les tests de normalité. Donc normalité, c'est voir si vos données suivent une distribution normale. Ici, typiquement, il va vous montrer de quoi ça a l'air. Typiquement, là, ce sont les données des saisons. Ici, il va faire la même chose en montrant avec le qqplot que c'est pas du tout normal. Et ici, il va vous montrer ce qui se passe si on fait une transformation log ou racine carrée, généralement qui sont utilisées pour normaliser les données. Ensuite, ici, on a les valeurs de skewness et de kurtosis. Skewness, c'est pour dire à quel point les données sont biaisées d'un côté ou d'un autre. Kurtosis, c'est pour nous indiquer à quel point on peut avoir de valeurs aberrantes. Ici, si on est entre moins 0,5 et 0,5, on est dans des données à peu près centrées et symétriques. Ici, une haute valeur indique simplement qu'il y a plus de valeurs aberrantes. Ici, simplement, ça montre comment ces valeurs changent en fonction de la transformation log ou de la transformation racine carrée. Et ensuite, on a un test de normalité de Shapiro. Ici, je suis pas trop satisfait de comment c'est fait parce qu'on ne voit pas trop bien la p-value, même si on a quand même la statistique de Shapiro. J'ai oublié de vous parler surtout de ça, c'est juste pour dire à quel point ils sont balancés, donc à quel point ils sont équilibrés. Et là, typiquement, il va dire que c'est biaisé vers la droite. Donc assez pratique pour avoir un visuel rapide. Ensuite ici, c'est pour comparer les valeurs numériques, et je vais vous en prendre une qui est assez intéressante, notamment les notes et le taux d'engagement. Et typiquement pour ça, il nous a fait une droite de régression avec les nuages de points, et ici la distribution pour chaque variable. Et ensuite ici, il va nous donner les résultats de la régression linéaire avec le R carré ajusté, le sigma, la statistique, la p-value et les degrés de liberté. Donc ça peut aider à s'enseigner, donc c'est la même chose pour tout le reste. Là c'est pour comparer des données catégorielles. Et ensuite ici on a une matrice de corrélation que vous connaissez déjà, avec ici son graphique. De retour sur R, je voulais absolument vous parler du plot ENA intersect. Donc ici ça permet de voir l'intersection entre les valeurs manquantes. Donc ici j'ai choisi que 4 variables pour être sûr de ne pas en avoir trop. Ici par exemple ça va nous montrer, ok, ici on a 13 valeurs manquantes, on a 12 valeurs manquantes, 9 et 4 pour les variables juste ici, donc on a Q92, Q91, Q90 et Q9. L'avantage de ce graphique c'est que ça va nous dire, ok, à cette ligne là, donc ça veut dire pour ces deux variables, elles ont une valeur manquante en commun. Donc sur une ligne, les deux auront une valeur manquante.
sur 4 lignes, ce sont ces deux-là, etc., etc. Et en fait, le but, c'est de voir quelles sont les variables qui elles-mêmes, sans croiser avec d'autres, ont énormément de valeurs manquantes. Typiquement, celle-ci, elle en a 4 en étant seule, mais celle-ci, elle en a littéralement 9. Et c'est-à-dire qu'à elle toute seule, elle fait partir 9 personnes si on fait une analyse. Donc ça peut aider à décider quelle variable garder. Et après en haut, on a les informations supplémentaires, donc les nombres de valeurs manquantes, le nombre d'observations manquantes et le nombre d'observations complètes. Finalement, on va parler de ggAli, donc qui a été construit sur ggplot2, qui fait des très beaux résumés visuels. Et donc ici, on va utiliser la fonction ggparse. Donc j'ai utilisé ici ça pour choisir les colonnes 6 à 10 parce que ça rend le graphique illisible sinon. Donc je vais lancer ça maintenant. Et donc, on obtient le graphique suivant. Donc, en espérant que vous arriverez à le lire. Donc ici, en haut, on a toutes nos variables. Et ici, on a les mêmes variables. Donc, la variable de note ici, ici, et ici, la variable d'engagement ici et ici. À chaque fois qu'une variable va se croiser avec elle-même, elle aura une distribution spécifique. Ici, quand ce sont des valeurs numériques, ce sont des graphiques de densité pour voir comment elles se distribuent. Et quand ce sera une variable catégorielle, ici, on aura des graphiques en barre. Quand une variable numérique, comme ici la note, est avec une autre variable numérique, il y aura deux situations. Donc une première situation, là on aura la corrélation entre les deux, avec le degré de significativité avec 3 étoiles, par exemple ici, et le signe. Donc c'est pas super lisible, mais ici vous voyez que c'est moins 0,192. Et ici, en symétrie, on a le graphique des nuages de points des deux qui se croisent. Donc ici c'est les mêmes. Et pareil ici et ici. Donc symétriquement, vous aurez toujours les deux informations. Lorsque ce sont des variables catégorielles avec des variables continues, alors ici vous aurez d'une part la distribution en histogramme par différentes catégories, et ici vous aurez la distribution en boxplot, pour voir en fait à quel point les valeurs sont séparées. Donc plutôt pratique pour avoir un aperçu des données. Mais on peut aller beaucoup plus loin, et on va utiliser ce paramètre là, donc mapping, et ici on va choisir une catégorie, donc ici on va utiliser format. Et vous voyez que ça nous a rajouté plein de couleurs. Donc les couleurs correspondent aux différentes catégories qu'on a ici. Ça nous permet de mettre bien en évidence les graphiques entre catégories et variables continues, qui n'ont d'ailleurs pas changé. Par contre, ce qui a vraiment changé ici, c'est les autres variables continues, qui ici maintenant ont leur distribution en fonction des catégories. Typiquement, on peut voir que cette catégorie-là, vert, donc ce type de format a été moins bien voté que les autres. On peut voir aussi la corrélation, mais cette fois-ci par catégorie. On voyait qu'avant la corrélation c'était moins 0,192, mais typiquement pour les catégories orange, la corrélation a l'air assez forte et positive. Donc 0,719. Et on a ça pour tout. Et aussi pour les nuages de points, on a les séparations par couleur. Donc ça donne beaucoup plus d'informations, et c'est pour ça qu'ici il faut être parcimonieux et choisir un bon nombre de variables. Donc vous voyez que ggAli est super pratique pour les aperçus d'exploration. Donc maintenant voilà, on a terminé. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, donc elle était très longue et je n'ai pas pu rentrer dans tous les détails, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si jamais vous avez un package favori parmi tous ceux que j'ai présentés, n'hésitez pas aussi à le dire. Si vous pensez que j'ai oublié des packages qui pourraient être super pratiques pour ce genre de choses, vous pouvez aussi l'indiquer. Et normalement on devra avoir plus souvent des vidéos R prochainement. Et je vais essayer d'avancer le plus vite possible sur cette série sur les statistiques, parce qu'il me semble qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. Si vraiment il y a des types de vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à les proposer, même si c'est pas encore prévu. Peut-être qu'on les fera prochainement. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, ça nous aide énormément. Et en attendant qu'on se revoie la prochaine fois, portez-vous bien et à bientôt.